Bienvenue sur la chaîne YouTube de SIS Radio. Merci de vous abonner. Activez la clochette pour être notifié lors de nos prochaines vidéos. Lâchez votre pouce bleu et les commentaires. On adore ça. Les services secrets pour les nuls, un livre écrit par Genoveva Etienne et Claude Moniquet. Claude Moniquet, bonjour. Bonjour. Voilà, ancien agent de la DGSE, Direction Générale du Renseignement Extérieur. De la Sécurité Extérieure. De la Sécurité Extérieure pendant 20 ans. Oui. Alors, vous connaissez évidemment les services secrets, mais on dit qu'on n'en sort jamais une fois qu'on est dedans, ou alors on en sort mort. Comment ça se fait que vous êtes là vivant aujourd'hui ? Non, dans les démocraties, on en sort tout à fait vivant, on prend sa retraite ou on change de métier. Alors, on n'en sort peut-être jamais dans un certain sens, l'expression n'est pas fausse, parce qu'en fait, on apprend un métier, on apprend quelque chose, et souvent, on continue à le faire dans le privé. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai quitté les services, j'ai créé une société qui fait du conseil stratégique, de l'analyse de risque, etc. Donc, je suis un peu resté dans la proximité du métier, mais si, dans une démocratie, on en sort. Contrairement à la Russie, on sort. Voilà. Vous avez bien connu d'ailleurs la Russie, puisque vous étiez début des années 80 déjà en Russie. Donc, quelque part, vous auriez pu croiser Vladimir Poutine, qui était au KGB, à Saint-Pétersbourg, ou c'est dans cette ville-là, en tout cas, qu'il a œuvré. Oui. Est-ce que vous auriez pu, vous aussi, devenir un dictateur, alors ? Je pense pas. Pendant très longtemps, alors pour la petite histoire, j'ai croisé Vladimir Poutine, mais pas du tout au KGB. J'ai croisé Vladimir Poutine dans sa campagne électorale de 2000. J'ai assisté à certains de ses meetings où il n'y a pas beaucoup de monde d'ailleurs parfois, mais c'était une personnalité intéressante. Et pendant très longtemps, à titre de plaisanterie, je disais que Vladimir Poutine, pour lequel, comme beaucoup, j'avais une certaine sympathie, parce qu'il a ramené un certain ordre et un certain équilibre en Russie, je disais, Vladimir Poutine, c'est un ancien collègue qui a bien réussi sa reconversion. Depuis ce qui se passe en Ukraine, ça prête moins à rire et me fait plus rire du tout. Donc voilà. Non, je pense que ce qui a permis à Poutine de devenir un dictateur, c'est le fait qu'en fait, il est arrivé au pouvoir porté par les anciens des services, ceux qu'on appelle en Russie les siloviki, et qu'il est représentant d'une caste, il est représentant d'un groupe d'hommes qui sont les anciens du KGB, les anciens du GRU, une partie de l'armée, ce qui est devenu le FSB, donc tout ça, et qui ont leurs représentants au Kremlin. Il y a une plaisanterie que les Russes ont toujours eu un humour très noir. Les Russes disent l'Union soviétique, c'était un pays qui possédait un service de renseignement. La Russie aujourd'hui, c'est un service de renseignement qui possède un pays. Ah oui, ça, c'est clair que c'est en effet assez noir comme humour. Oui. Qu'est-ce qu'il a appris, Vladimir Poutine, au KGB, qui lui sert si bien aujourd'hui ? Ce qu'on apprend dans le renseignement, c'est... alors, ça ne lui sert pas trop bien d'ailleurs, mais ce qu'on apprend dans le renseignement, c'est l'analyse, c'est la rationalité, c'est voir les choses comme elles sont et pas comme on souhaiterait qu'elles soient, et tirer toutes les conséquences de la réalité. Nous ne cherchons pas... Le vrai service de renseignement, celui qui fait bien son travail, ne cherche pas à faire plaisir à son patron politique, ne cherche pas à conforter ses visions, il cherche à apporter la photographie la plus exacte possible. Même en Russie, aujourd'hui ? Terrain. Alors manifestement en Russie, non. Parce qu'un des grands problèmes de l'offensive en Ukraine, c'est que, et ça se voit d'ailleurs parce qu'il y a eu des purges dans les services de renseignement, c'est que les gens qui étaient chargés de l'analyse politique en Ukraine et de la préparation pendant certainement des années de l'offensive qui a commencé en février, ils ont menti à Poutine. Ils lui ont dit... Sciemment ? Très probablement, parce que ce ne sont pas des incompétents. Tout ce qu'on a vu, rappelez-vous la colonne de 60 km de long, pleine de chars, avec à l'arrière des bus et des voitures remplies de centaines de fonctionnaires civils qui devaient prendre la place des fonctionnaires ukrainiens une fois le gouvernement renversé. C'était parce que les services de renseignement, le FSB en l'occurrence, avaient dit à Poutine, vous allez être accueilli en libérateur, en héros. Comme en Crimée. Ils vont renverser ou assassiner Zelensky, l'armée va se révolter, et l'affaire est dans la poche. On voit plusieurs mois plus tard, 117 jours plus tard, ou 127 jours plus tard, enfin beaucoup de jours plus tard, que c'est loin d'être le cas. Donc là, clairement, les services de renseignement ont failli. Ils ont dit à Poutine ce que Poutine voulait entendre, d'une part. Il est probable aussi, parce que beaucoup d'argent, manifestement, avait été investi dans cette opération, dans la préparation de cette opération, il est probable aussi qu'il y a eu des détournements de fonds et que l'argent, plutôt qu'acheter des sources et des sympathies, a servi à acheter des dachas au bord de la mer Noire. Donc la corruption règne en maître... Et le maître du Kremlin le sait pourtant que la corruption règne en maître, puisqu'il est le roi, il est le chef des corrupts.
des corrompus. Oui, alors je dirais pas que c'est le système qu'il a créé, parce que malheureusement... Non, il existait déjà avant. La corruption est endémique en Russie. C'était vrai du temps du tsar, c'était vrai à l'époque soviétique, c'était vrai avec Yeltsin. Mais il a très clairement fait aboutir la corruption russe à un niveau jamais vu dans l'histoire. On estime la fortune personnelle de Vladimir Poutine à 150 ou 200 milliards d'euros. Il y a autour de lui toute une série de gens qui étaient rien, qui étaient des officiers du renseignement, des gens tout à fait honorables peut-être, mais qui n'étaient pas riches, qui aujourd'hui sont des oligarques qui ont 5, 6, 10 milliards. C'est un système de prévarication, c'est un système de vol, de corruption, qui a été largement implanté par Poutine et par ses amis du FSB. Certains le comparent à la coupole de la mafia sicilienne, avec le parrain et après des anneaux de pouvoir différents. Est-ce qu'on est loin du compte ou est-ce qu'on est dans une représentation évidemment encore plus importante, mais à un niveau politique, économique On n'est pas loin du compte du tout. Rappelez-vous que quand un des principaux oligarques de l'époque, Khodorkovsky, s'oppose à Poutine, en quelques mois, alors que c'est l'homme le plus riche de Russie à l'époque, en quelques mois, il est ruiné, il fait 10 ans de prison avant de partir en Angleterre. Rappelez-vous que ce régime tente d'assassiner Skripal à Canterbury, et avant cela a assassiné Litvinenko, un ancien du FSB, à Londres. Ce régime, rien que depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a au moins une dizaine de morts très suspectes dans les oligarques. C'est un système mafieux dans tous les sens du terme, dans le sens du partage de la richesse et dans le ça sens n'existe, je suppose, qu'en Russie. Les renseignements français, que vous connaissez bien, puisque vous êtes un ex-agent de la DGSE, est-ce qu'il y a aussi de la corruption, ou est-ce qu'il peut y avoir de la corruption, ou est-ce que la corruption rôde autour des services secrets en tentant de corrompre évidemment les agents, qui parfois sont doubles, parfois triples. Comment ça se passe Est-ce que vous pouvez aujourd'hui parler en toute sécurité, en toute sérénité ? Oui, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire parce qu'on est tenu au secret pour des raisons légales évidentes et des raisons de sécurité pour les gens avec qui on a travaillé. La corruption, elle est humaine, elle existe partout. Il y a des corrompus dans la police belge ou dans les services secrets britanniques ou français, c'est évident. Mais ce n'est pas un système. Au contraire, le système va tenter de les détecter et de les éliminer. Les éliminer, je veux dire, judiciairement, pas comme on fait en Russie. De manière générale, dans les démocraties, les services d'abord sont contrôlés et puis ne dépassent pas certaines limites. Ce qui est une garantie quand même de sécurité pour la société et de respect de l'état de droit. En Russie, c'est pas du tout ça. En Russie, c'est réellement un service de renseignement qui possède un pays, et le FSB, ou aujourd'hui surtout le GRU, le renseignement militaire, font absolument ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on peut imaginer que les États-Unis ont été dans cette situation à un certain moment ? Certains parlent de l'assassinat de Kennedy par la CIA. Est-ce qu'on peut imaginer que la CIA est aussi un petit KGB ? Non. Il y a eu dans l'histoire des États-Unis, il y a eu des abus que nous n'avons pas connus en Europe d'ailleurs, qui sont d'ailleurs pas tellement dus au service de renseignement, mais plus aux politiques. La chasse aux sorcières, par exemple, avec les listes noires à l'époque de McCarthy, mais ce ne sont pas les services de renseignement. Ça, c'était la guerre froide. C'était la guerre froide, et c'était un politique dément qui était McCarthy, alcoolique, qui, quand il était un peu sobre, griffonnait des listes de gens qu'il voulait éliminer politiquement. Ça a été une histoire, un passage sombre de l'histoire américaine, mais qui a été corrigé. Le propre de la démocratie, c'est de corriger. Elle fait des erreurs, mais c'est de corriger ses erreurs. Une dictature ne corrige jamais ses erreurs, elle les amplifie. Quel est le pouvoir de nuisance actuel des services secrets russes quant à la continuation de la guerre? Est-ce qu'il y a un frein possible ou un accélérateur ou c'est un organe qui va au gré du vent? Alors, pour des raisons, je dirais quasiment administratives, dans lesquelles je ne vais pas entrer parce qu'elles sont complexes, la guerre a été préparée par le FSB, qui était seul compétent pour les pays de l'ex-Union soviétique. Il y a 3 services en Russie. Le FSB, renseignement intérieur et sécurité, le SVR, qui est le renseignement extérieur civil, et le GRU, le renseignement militaire. Donc le FSB était en charge de ce dossier. Il a complètement foiré ce dossier, comme je viens de l'expliquer. Donc on lui a retiré cette responsabilité et on lui a donné au GRU, au renseignement militaire. Et là, effectivement, il y a un durcissement. Les gens du GRU sont tous sauf des tendres. Les assassinats dont on parlait à l'étranger, des sabotages, par exemple, un entrepôt en Tchécoslovaquie qui a été saboté en 2017, tout ça, c'est le GRU. Le GRU est un service qui peut être extrêmement violent.
extrêmement eudispatriote, moi j'aurais plutôt tendance à dire ultranationaliste, jusqu'au boutiste, et qui va absolument dans le sens voulu par Poutine et par son entourage. Donc c'est plutôt une aggravation des choses. Maintenant, pour ce qui est du renseignement à l'étranger, il y a clairement le fait d'avoir... Enfin, la Russie subit quelque chose de terrible. On a expulsé à peu près entre 200 et 250 diplomates russes d'Occident. Il faut savoir qu'on calcule en général que dans une ambassade russe, à peu près 50% du personnel est directement relié au service de renseignement. Et les autres 50% n'ont pas d'autre choix que de les informer. Donc en fait, à peu près 100% des diplomates russes, d'une manière ou d'une autre, collaborent au renseignement. 250 expulsions, ça veut dire que des réseaux entiers n'existent plus, que des agents donc des traîtres locaux qui travaillaient pour les Russes ne sont plus en contact avec leurs officiers traitants, et on commence à remarquer des erreurs. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on a arrêté aux Pays-Bas un homme qui venait du Brésil pour devenir stagiaire à la Cour pénale internationale, où il devait s'occuper des affaires ukrainiennes d'ailleurs, et cet homme était un agent du GRU, ce qu'on appelle un illégal, infiltré de longue date au Brésil, s'est passé pour un Brésilien, et était tellement non professionnel qu'il avait noté sur une petite feuille, il avait dactylographié ce qu'on appelle sa légende. Donc je suis né à tel endroit, mais ma maman s'appelait comme ça. Pour ne pas l'oublier. Pour ne pas l'oublier. Ce qui n'est quand même pas... Enfin, moi, j'ai jamais fait ça. Je connais personne qui l'ait fait dans notre milieu. C'est pas le signe d'un professionnalisme exceptionnel. Non. Ce qui me laisse peut-être quelques chances de rentrer dans les services de renseignement. Vous êtes trop modeste. Alors, c'est passionnant tout ça. Les services secrets pour les nuls, un livre que vous avez coécrit avec Genovefa Etienne. Claude Moniquet, c'est vous. Je vous remercie vraiment. On aura sûrement le plaisir de continuer cette discussion sur ce qui est caché, ce qui est mystérieux, ce que les gens connaissent mal, ce qui est très très complexe évidemment à étudier, mais comme l'âme humaine. Je pense qu'en effet que les renseignements, c'est un petit peu l'âme humaine sous toutes ses facettes. C'est un miroir de la société, c'est un miroir de l'humanité, et donc effectivement, ça joue sur toute une série de passions humaines. C'est un métier qui fait énormément fantasmer, mais parfois la réalité est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus surprenante que le plus grand des fantasmes. Claude Moniquet, à très vite pour le Moniquet Time. Et n'oubliez pas d'écouter également SIS, qui est une radio, www.sisradio.be, parce que la musique adoucit les cœurs. À bientôt, Claude Moniquet. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.